Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine Pluriel. Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une pluie qui perturbe la circulation en ce moment à Lomé, mais les activités vont bon train puisque le Togo a rendu hommage hier déjà à Dapon aux 8 soldats tués dans l'attaque de Pekbakandi. Tous ont été faits chevaliers de l'ordre du Mono. Un logiciel pour faciliter désormais la gestion administrative au port de Lomé. La plateforme Yaris a été étudiée pendant 10 jours par les acteurs portuaires. Invités de ce journal, ils sont deux. D'abord, Monseigneur Nicodème Bariga-Bénissan, archevêque de Lomé. Vivre ensemble en paix, c'est le sujet de l'entretien. Il sera suivi des échanges sur le musée national du Togo avec Joseph Wembo-Sama. Les échos du palais, les sports, la revue de presse et une sensibilisation sur le civisme mettront fin à cette édition. Ils sont élevés au grade de chevalier de l'ordre du Mono. Les 8 soldats tués à Kpikpakandi ont eu droit à un hommage national hier vendredi au camp Nkrumah au 4e régiment d'infanterie de Dapon. La cérémonie d'hommage a été présidée par Madame le ministre des Armées, Margaret Esozimna Nyakade, en présence des autorités locales, administratives, des militaires et des familles des victimes. Ces 8 soldats avaient été tués dans l'attaque terroriste perpétrée dans la nuit du 10 au 11 mai à Kpikpakandi. L'attaque avait fait également 13 blessés et une quinzaine d'assaillants tués, selon le ministre de la Sécurité, le général Yak Damhan. C'est la première attaque terroriste meurtrière enregistrée par le Togo après une attaque terroriste repoussée dans la nuit du 9 novembre 2021 dans la même zone, précisément à Sanluaga. Radio Lomé débute aujourd'hui une série de dossiers sur la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cet espace communautaire a pour mission notamment la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein des 15 pays membres. Le premier dossier porte sur les organes de la CEDEAO, en particulier son Parlement. À ce sujet, Charlotte Ahar a recueilli les propos de Bertin Sommet, qui est le directeur des affaires parlementaires et de recherche au Parlement de la CEDEAO. C'est donc une question posée à Sommet. La CEDEAO est une entité qui a une aile exécutive, une aile législative et judiciaire également. L'exécutif, c'est la commission de la CEDEAO. Le législatif, c'est le Parlement de la CEDEAO. Et le judiciaire, c'est donc la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, au niveau du Parlement, pour le moment, nous ne votons pas des lois en tant que telles. Nous avons la possibilité de voter des lois modèles, mais nous n'avons pas encore commencé à légiférer pleinement pour faire en sorte que des lois soient votées et applicables dans les États. Mais nous donnons des avis aux chefs d'État ainsi qu'aux autres institutions de la communauté sur requête ou sur autosaisine. Ce que nous faisons ici, c'est des autosaisines parce que nous choisissons de délibérer d'un sujet qui nous importe beaucoup et une fois que nous avons notre rapport, nous le passons en séance plénière au cours d'une des sessions. Il est examiné et approuvé avec des recommandations que nous transmettons au chef d'État. La question a été posée à M. Sommet sur les organes de la CEDEAO. Le prochain volet portera sur la lutte sur la transparence justement économique au sein des 15 pays membres. Un logiciel pour redynamiser les administrations portuaires. La plateforme Yaris a fait objet de formation pendant 10 jours à Lomé. Les participants se sont séparés hier avec la conviction de mieux gérer désormais les informations portuaires grâce à Yaris. L'un des délégués à cette formation s'est exprimé au micro de Grace Goto. Pendant 10 jours, nous avons été formés à l'utilisation de l'outil Yaris, qui est le système d'information de l'architecture de Yaoundé. Nous avons appris beaucoup de choses.
est essentiellement le partage d'informations. Lorsqu'il arrive une situation, par exemple, au port, le port peut partager cette information aisément avec toutes les autres administrations qui sont concernées. Et ce serait la même chose lorsque ça arrive au port autonome et que ça concerne le port du Bénin ou tout le Bénin ou le Ghana. L'information est aisément partagée avec les autres administrations. Donc nous avons appris à faire tout cela. Évidemment que c'est un plus parce que, vous savez, dans le domaine maritime, il est important de partager l'information et de vite la partager. Maintenant, avec l'outil Yaris, nous sommes plus outillés à le faire plus facilement. Des difficultés, oui, parce que c'est un nouveau logiciel et sur tout nouveau logiciel, il y a toujours des difficultés à rencontrer et nous allons au fur et à mesure améliorer. Le logiciel rendra donc efficaces les administrations portuaires selon le préfet maritime, le colonel Takunya Dineyou. Yaris est un logiciel qui permet au partage d'informations entre les différentes administrations de l'action de l'État en mer au Togo et aussi avec les centres sous-régionaux du Golfe de Guinée. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on utilise un même outil pour tout le Golfe de Guinée et sur le plan national. Donc, toutes les informations passent là-dessus et en cas de crise, elle sert aussi à gérer la crise interadministration. Par le passé, nous avons géré des crises. Ce logiciel permet aujourd'hui de faire des analyses pertinentes au regard des situations qui se présentent. Et donc, c'est un plus par rapport à ce que nous faisions avant. Alors, les stagiaires formés, ce que je leur ai dit, une fois qu'on a appris quelque chose, c'est pas fini. Il faut toujours continuer à maîtriser l'outil en s'entraînant toujours. Suite de la série de dossiers sur la gestion des conflits dans les couples. Dans ce deuxième numéro, voyons comment bien gérer les conflits pour permettre aux couples d'évoluer dans leurs relations. Bochou Kofi, sociologue, explique le sujet au micro de Hélène Assabi. Le conflit dans un couple est important dans la mesure où se résigner au silence et songer absolument à l'intériorisation par peur de se disputer peut s'avérer bien plus dévastateur qu'on ne le pense. Je me réfère au point de vue des psychologues, notamment Camille Rocher, lorsqu'il dit que c'est vital pour le couple, le conflit bien sûr, si le couple n'est pas capable de rentrer en conflit, il s'atrophie petit à petit et il reste dans ses mauvaises habitudes et ne se permet pas d'évoluer, de mieux connaître l'autre. Vous comprendrez que lorsque dans le couple, les partenaires se reprochent des choses, parfois au nom de l'amour, personne n'ose en parler. Ce n'est pas bien. Ce sont des choses qui sont accumulées et quand le cœur et le cerveau ne peuvent plus les supporter, ils s'éclatent. Et bien souvent, c'est la bagarre sur la place publique, ce qui peut finir par la séparation ou, de manière regrettable, le divorce. Il vaut mieux privilégier une dispute saine, constructive, raisonnée, car il y a certainement souvent de la sincérité dans un conflit de couple que dans une discussion. Mais attention, il faut savoir choisir les lieux de ces genres de conflits, surtout loin des enfants et des membres de la famille. La gestion des portables dans les couples sera le contenu du prochain volet. C'est le temps de l'inviter. Vivre ensemble en paix est un choix qui doit s'accompagner de certaines vertus que chacun doit essayer de mettre en œuvre. Monseigneur Nicodème Bariga, archevêque de Lomé, nous en parle au micro de Hélène Assabi. Monseigneur Nicodème Bariga, bonjour. Bonjour à vous aussi et merci pour cette opportunité que vous me donnez de partager quelques réflexions avec les auditeurs sur le vivre ensemble. Dites-nous, qu'est-ce que le vivre ensemble? Nous appartenons tous à des groupes sociaux, à des regroupements qui vont de la famille au village, du village au pays, du pays à la région, de la région au monde entier. L'homme est un être social, par définition. Thomas Merton, un écrivain, disait que personne ne peut être considéré comme une île. Nul n'est une île. Vivre ensemble est donc une réalité sociale ou sociologique. Mais bien vivre ensemble est un choix. Parce qu'on peut vivre ensemble en étant juste les uns à côté des autres. On peut vivre sur le même espace géographique, mais être totalement indifférent aux autres.
On peut être les uns à côté des autres, mais totalement enfermé dans son égoïsme. Alors vivre ensemble, bien vivre ensemble, est une décision que chacun doit prendre, en devenant plus conscient que nous ne sommes pas seuls, en étant très conscient que notre destinée est liée à celle des autres, et que ce qui arrive aux autres finit par avoir des conséquences sur nous, et que nous ne pouvons jamais faire notre bonheur tout seuls. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas vivre heureux dans un océan de misère. Bien vivre ensemble est donc un choix. Et je pense que si une journée a été consacrée à cette réalité, c'est pour nous inviter à bien vivre ensemble. Monseigneur Nicodème Bariga, quelles sont les vertus du vivre ensemble? Je mentionnerai en tout premier lieu la complémentarité. Nous sommes différents mais complémentaires. Nous ne naissons pas tous dans la même famille. Nous n'appartenons pas tous à la même ethnie. Nous ne pratiquons pas tous la même religion. Nous n'exerçons pas tous la même profession. Nous ne sommes pas tous dans le même parti politique. Il y a beaucoup de différences entre les hommes. Mais ces différences, loin de nous opposer, doivent nous porter plutôt à avoir une attitude de complémentarité. Nous sommes différents, mais complémentaires. J'aime beaucoup un passage de Saint Paul. C'est sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, des versets 14 jusqu'à 26. Saint Paul nous dit que nous sommes un seul corps. Et dans le corps, tous les membres sont importants. Ainsi, l'œil ne peut pas dire aux pieds qu'il est plus important qu'eux et qu'il n'a pas besoin des pieds. Non, nous sommes tous différents, mais complémentaires. La complémentarité est donc une vertu importante du vivre ensemble. Il y a également la solidarité. La solidarité consiste à se prendre tous en charge. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 15, verset 1, demande à ceux qui sont forts de prendre en charge la faiblesse des plus faibles, de porter leur faiblesse. La solidarité consiste justement à prendre en compte toutes les situations de vulnérabilité et de faiblesse qui existent dans la société pour que nous puissions tous marcher de manière harmonieuse, chacun étant préoccupé de la situation de l'autre. Mais Saint Augustin précise que la solidarité ne doit pas consister seulement à aider, à donner quelque chose à ceux qui sont dans une situation de pauvreté. La vraie solidarité doit consister à les faire sortir de cette situation de pauvreté pour qu'ils n'aient plus besoin de ces aides ponctuelles que nous leur apportons. Une autre vertu du vivre ensemble, c'est la tolérance. Nous ne pouvons pas tous voir les choses de la même manière. La diversité d'opinions ne doit pas finalement nous entraîner ou alimenter des conflits. Soyons tolérants. Une société a besoin de tolérance. Il y a également le pardon. On ne peut pas vivre dans une société sans jamais se blesser. Le pardon est une condition incontournable d'un bon vivre ensemble. Il y a la vérité. Que serait un monde dans lequel tous les hommes se mettraient à mentir les uns aux autres? Non, nous avons besoin de vérité, nous avons besoin de confiance et nous savons que c'est la vérité qui crée la confiance. Une autre vertu du vivre ensemble est la justice. Si chacun se mettait à faire ce qu'il veut, en opprimant, en écrasant les autres, sans avoir peur d'être ramené à l'ordre, que serait cette société-là? La justice est fondamentale également pour un bon vivre ensemble. Il y a naturellement le partage, parce que dans une société, il y a forcément des gens qui possèdent plus que d'autres. Et cela doit être un souci pour ceux qui ont plus de biens, de partager avec ceux qui sont moins pourvus qu'eux. En définitive, toutes ces vertus peuvent se synthétiser dans une vertu fondamentale qui est l'amour. Il n'y a pas de société qui puisse tenir sans amour. Voilà les vertus du vivre ensemble que je voudrais mentionner. Comment alors vivre ensemble en paix au Togo? Je rappelle tout d'abord ce que je disais au début de cette interview, à savoir que le vivre ensemble est une donnée sociologique. Nous naissons tous dans une famille et nous appartenons à divers regroupements qui vont de la famille au monde entier. Mais vivre ensemble dans la paix, bien vivre ensemble est une décision et un choix. Il appartient donc à chaque Togolais de prendre personnellement cette décision de vivre avec les autres dans la paix, dans l'harmonie.
Et pour cela, la première condition, c'est de nous accepter dans nos différences. Nous sommes différents. Personne n'a choisi la famille dans laquelle il est né. Personne n'a choisi son ethnie, ni sa région. Personne ne doit être indexé comme appartenant à telle ou telle dénomination. Nous devons nous accepter dans nos différences, dans nos appartenances politiques, dans les responsabilités que nous exerçons. Nous devons vraiment nous accepter. C'est la toute première condition pour que nous puissions bâtir un Togo paisible, pour que notre vivre ensemble soit harmonieux. La deuxième condition, c'est d'assumer notre histoire. Nous savons que notre histoire est jalonnée de beaucoup de faits douloureux. À côté des événements heureux que nous célébrons ensemble, il y a également les pages sombres de notre histoire qu'il nous faut assumer. L'histoire d'un peuple, c'est l'enchaînement des événements qui façonnent son identité et tracent une trajectoire. La nôtre comporte, comme je le disais, des pages très glorieuses, mais aussi des situations assez douloureuses. Il nous faut assumer notre histoire dans ce qu'elle a de beau, comme dans les défis qu'elle nous lance. Et sur ce point, nous devons nous interroger sur les valeurs que nous transmettons aux générations à venir. Qu'est-ce que les parents disent à leurs enfants au sujet des autres ethnies, des faits que nous avons connus, des événements que nous avons vécus? Si les parents ne sont pas assez sages dans la transmission de l'histoire à leurs enfants, ils risquent de perpétuer les tensions, de perpétuer les conflits, de perpétuer les préjugés. Et tout cela ne favorise pas un vivre ensemble harmonieux. Il faut également une justice sociale réelle. Aucune société ne peut vivre dans la paix si l'écart entre les riches et les pauvres est trop grand. Nous voulons tous avoir le minimum pour pouvoir mener une vie décente. Ici au Togo, une question permanente est celle de la cherté de la vie. Nous devons y faire attention pour que les frustrations que les uns et les autres peuvent ressentir à cause du manque du minimum ne se transforment en tension et finalement en conflit. Une justice sociale réelle est une condition d'un vivre ensemble harmonieux et paisible au Togo. Il faut également une liberté d'expression effective. Je disais tantôt que nous ne pouvons pas avoir tous la même opinion sur tous les événements. Cela est impossible. Mais c'est dans la différence de nos opinions, de nos perceptions de la réalité, c'est dans cette différence-là que nous pouvons bâtir quelque chose de commun. Je pense personnellement que la liberté d'expression doit être effective et exercée avec beaucoup de sens de responsabilité. Parce que être libre de s'exprimer ne signifie pas que forcément on doit se déchaîner contre les personnes qui ne partagent pas la même opinion. La liberté d'expression a comme corollaire donc le respect de la divergence d'opinion. Nous le savons tous, c'est de la confrontation des idées que jaillit la lumière. Si on ne laisse pas les citoyens s'exprimer librement, ou si les citoyens, chaque fois qu'ils doivent s'exprimer, doivent adopter des langages toujours injurieux, cela ne peut pas construire un vivre ensemble harmonieux. Il faut également un dialogue sincère et franc, parce que nous savons que c'est un dialogue mené dans la vérité qui peut construire les bases de la confiance. Et si on va à un dialogue en cherchant les moyens de piéger l'autre, je pense que cela ne peut jamais déboucher sur quelque chose de positif. Dialoguer en n'écartant personne, parce que nous pouvons tous contribuer au bon développement de notre pays et au renforcement de la cohésion sociale. Nous sommes presque arrivés à la fin de l'interview. Votre mot de fin? Comme tous les autres peuples de la terre, le Togo aspire, lui aussi, à la paix, à un vivre ensemble harmonieux dans la paix. Tous les Togolais ont ce rêve, pouvoir vivre dans un pays pacifié, dans un pays où tous les citoyens sont reconnus, dans un pays où il fait bon vivre. C'est le rêve que nous partageons tous. Comment y parvenir réellement? Je le répète encore une fois, bien vivre en paix est une décision qui doit s'accompagner de certaines vertus que chaque citoyen doit essayer de mettre en œuvre. Nous pouvons vivre en paix au Togo, mais à condition que chacun joue la partition qui est la sienne. La paix ne peut pas s'établir sans un accueil mutuel.
sans un minimum de justice sociale, de justice tout court d'ailleurs, sans un minimum de respect des autres, sans un minimum de partage, sans un minimum de liberté d'expression dans le respect, sans un minimum de responsabilité, sans un minimum d'amour les uns pour les autres, puisse chacun s'engager réellement à laisser tomber tout ce qui nous divise pour s'engager réellement dans ce qui peut construire notre vivre ensemble. Bonne journée du vivre ensemble dans la paix à tous. Que Dieu nous bénisse et nous garde. C'est moi qui vous remercie. Le deuxième invité est dans nos studios. Mercredi dernier, la journée internationale des musées a été célébrée. Nous recevons alors le spécialiste des musées. Il s'appelle Wembu Sama Misimba. Il est docteur en histoire, chargé d'études au Musée national du Togo. Alors, monsieur le docteur, chaque année, un thème retient l'attention des populations à l'occasion de la célébration de la journée internationale sur les musées. Avez-vous travaillé sur un thème au Togo? D'abord, bonjour. Bonjour, monsieur Théophile Dandako. Oui, avez-vous travaillé sur un thème cette année? Oui, il faut dire que chaque année, il y a un thème mondial qui est célébré donc, par tous les musées. Et le thème de cette année 2022 porte sur le pouvoir des musées. Il faut dire qu'à travers ce thème, d'abord le thème est choisi par l'ICOM, qui est le Conseil international des musées. Et à travers cette thématique de pouvoir des musées, il s'agit en fait de pouvoir décliner les missions et les fonctions des musées dans les communautés, dans les pays et à travers le monde. Et là, ce thème se décline en 3 principaux axes, dont le premier concerne le pouvoir de transformation de la société qui nous entoure. C'est-à-dire que les musées sont au sein des sociétés et à travers donc ces missions, ils arrivent à transformer la société au sein de laquelle ces musées se retrouvent. L'autre axe concerne le pouvoir d'aller vers la durabilité. Les musées, à travers leurs programmes, participent au développement socio-économique de toute nation. Et en cela, les musées sont essentiels parce qu'ils sont les réceptacles de l'histoire, de la culture, de l'identité d'un peuple. Et à travers ces collections, nous pouvons donc lire l'histoire, nous pouvons donc dégager les traits qui unissent des individus au sein d'une nation et réussir ainsi à créer toute nation avec donc pour objectif de pouvoir vivre ensemble. Autre axe qui est donc le dernier, donc le pouvoir de numérisation et d'accessibilité. Parce que les musées sont des lieux d'innovation à travers lesquels il faudrait donc les rendre attrayants pour une bonne fréquentation et de visite dans ces lieux de collecte d'objets d'art, d'histoire, etc. Alors, docteur Wembu Sama Misimba, vous l'avez dit, un musée, c'est un réceptacle de la culture, de l'histoire d'un peuple. Mais nous allons tout de même vous demander, c'est quoi un musée? Alors, par définition, le musée est tout établissement permanent dans lequel sont rassemblées et classées des collections d'objets qui présentent un intérêt historique, technique, scientifique, artistique, en vue de leur interprétation au public. Il faut donc relever que la notion de bien culturel doit être fondamentale. Ce n'est pas tout objet que nous collectons, mais c'est des objets qui ont une valeur ou un intérêt historique, un intérêt technique, scientifique, artistique, et ces objets donc sont interprétés pour le large public. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un musée, c'est-à-dire quel est son contenu? Oui, s'agissant donc du contenu des musées, il faut dire qu'on peut trouver les objets liés à l'art, les objets d'histoire, les objets d'archéologie, les spécimens donc d'animaux, les objets liés, les artefacts liés aux faits archéologiques, etc. Bref, des objets qui ont une valeur intrinsèque, qu'il s'agisse de l'histoire ou de l'ethnographie
qu'il s'agisse donc de la culture, bref, tout objet dont la communauté lui reconnaît une valeur et qui peut être préservé, conservé dans l'intérêt de tous. Alors, on va s'intéresser maintenant à comment les Togolais participent au développement de ce musée. Quand et comment recevez-vous les visiteurs? Alors, il faut dire que les musées sont ouverts à tout public et il y a des heures réglementaires. S'agissant donc du Musée national du Togo, dans lequel donc j'exerce, nous sommes ouverts de lundi à dimanche. C'est-à-dire le musée est ouvert de lundi à dimanche et les horaires sont donc réglementés comme suit. De lundi à vendredi, le musée est ouvert de 7h à midi, donc dans la journée. L'après-midi de 14h30 à 17h30. Mais les week-ends, samedi, dimanche, c'est une permanence qui est assurée de 9h à 15h. C'est dire que les portes sont ouvertes à tout visiteur et nous lançons à travers donc votre invitation un appel à tout Togolais de pouvoir venir et visiter parce que lorsqu'on parle de musée, il faut mettre en exergue 3 éléments fondamentaux. Le bâtiment lui-même, c'est l'établissement dans lequel sont conservés les objets et il y a donc les collections qui permettent qu'un musée puisse exister, enfin le visiteur. C'est-à-dire que s'il y a les objets, s'il y a un bâtiment au sein duquel on a les objets que les gens ne viennent pas, il serait difficile qu'on puisse parler d'un musée. Alors je lance un appel à tout Togolais à travers votre canal pour que les Togolais s'intéressent parce que malheureusement, il faut le dire, on n'a pas assez de visiteurs et je crois que l'information doit être portée à tout Togolais où qu'il se trouve et de savoir que nous sommes ouverts, nous avons beaucoup d'objets à travers lesquels nous pouvons lire et connaître notre histoire parce que c'est important pour notre identité, c'est important pour notre développement. Voilà, je rappelle que le musée est actuellement logé au Palais des Congrès de Lomé. En tout cas, peut-être vous aurez le temps de mieux le situer par rapport au Palais des Congrès de Lomé. Combien arrive-t-il à visiter le musée national du Togo? Oui, je le disais tantôt, nous n'avons pas peu arrivé à visiter le musée et je crois qu'à travers ces émissions et ces invitations que vous adressez, cela nous permettrait donc de pouvoir communiquer et les Togolais puissent être informés de la nécessité de visiter un musée. Alors globalement, il faut dire que nous recevons moins de nationaux. C'est quelques rares expatriés qui viennent et les Togolais qui sont à l'extérieur, parce que je vais le dire peut-être de façon crue, mais permettez que je le dise, les Togolais malheureusement ne sentent pas l'intérêt de venir vers un musée. Alors que les musées sont importants parce qu'au-delà des collections que nous avons, c'est l'espace de savoir, de diffusion de savoir, de connaissances, parce que lorsque vous entrez au musée, il y a un guidage qui est fait et chaque objet en soi revêt une histoire qu'on peut vraiment interpréter et se rendre compte de la diversité culturelle et la richesse ethnique de notre pays en lien avec sa diversité ethnique. Puisqu'il y a plusieurs ethnies au Togo, il y a donc plusieurs cultures qui s'entremêlent et qui participent au développement de notre chère nation. Voilà. Nous avons reçu récemment un visiteur qui s'étonnait que finalement c'est dans les documents qu'il arrivait à voir la carte du Togo sous les Allemands, mais que bizarrement il a retrouvé cette carte au musée national. Il est totalement étonné. Mais bon, c'est dire que évidemment les Togolais doivent régulièrement rendre visite au musée national pour découvrir beaucoup d'autres choses. Et combien de musées y en a-t-il au Togo, Monsieur Wembo? Oui, merci. Il faut dire que nous avons 5 musées. Il y a donc 4 musées régionaux et un musée national. Alors, il ne faut pas seulement être à Lomé pour aller vers un musée. Qu'on soit au nord dans les savanes, il y a un musée régional des savanes qui est logé donc à Dapon. Qu'on soit dans la région de la Kara, il y a un musée donc, de la région de la Kara qui est logé également au Palais des Congrès de Kara. Qu'on soit dans la région centrale à Sokodé, nous avons un musée régional du centre. Et enfin, un musée régional région maritime qui se trouve à Aného. Donc voilà les 4 musées régionaux, plus celui de Lomé qui est le musée national. On a donc 5 musées. Alors, est-ce qu'il est important, on va y revenir, de visiter un musée? C'est très important, je l'ai dit. Les musées sont des lieux de conservation et de diffusion du patrimoine. Et il faut d'abord comprendre que le patrimoine au sens étymologique, c'est un héritage qu'on reçoit du père, c'est-à-dire des ancêtres. Donc c'est un bien qui, sur le plan national,
et revêt une importance qui peut, n'est-ce pas, guider tout citoyen vers son identité. Alors, je réponds avec ça en disant que c'est important que les gens viennent au musée parce que le musée permet de pouvoir toucher du doigt les réalités parfois théoriques qu'on découvre à travers nos lectures, à travers donc les images, parce qu'au musée, quand vous venez, nous avons des objets qui sont conservés, des objets anciens, vous l'avez dit, nous avons des cartes qui présentent en fait les différents partages du Togo et la configuration actuelle de sa superficie. Nous avons également des archives photographiques des anciens gouverneurs allemands, français, même des biens meubles, parce qu'au musée, nous avons un lit qui a presque 100 ans, qui serait donc le lit utilisé par le premier gouverneur français au Togo, Bonne-Carré. Nous avons plein d'autres choses, que ce soit des objets liés à la religion, au culte du terroir, les divinités. Nous avons les objets liés à l'histoire, les objets liés à l'archéologie, la céramique, les objets liés au travail du fer. Bref, toute une multitude d'objets qui permettent, si le visiteur vient, afin de s'informer et de pouvoir donc comprendre certains pans entiers de notre histoire nationale. Alors là, Monsieur Wembo, notre entretien tire vers ça. Tout fait. Peut-être que vous avez un message. Oui, le message que j'ai, c'est celui donc d'inciter tout Togolais à venir au musée. C'est important. Nous sommes là. Nous devons donc interpréter ces objets pour le public. Malheureusement, les gens pensent que le musée est réservé à une élite, ou carrément, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Je le dis, je le répète, le musée est ouvert pour tout le monde, sans aucune distinction. Nous recevons toute personne qui s'intéresse et qui voudrait vraiment venir visiter, et même le ticket modérateur, vous m'excusez, malgré la chute de la vie, c'est à la portée de tous, parce que qu'on soit élève du secondaire, du primaire, étudiant ou simplement visiteur adulte, et le prix c'est entre 50 francs et 1000 francs. Voilà. Vous convenez avec moi que ce n'est pas trop demandé aux Togolais, c'est à notre portée. Il faudrait que les gens aient cette envie de venir vers le musée, découvrir notre richesse patrimoniale. Je vous remercie. Merci, c'était Dr Wembo Sama Missimba. Il est docteur en histoire, chargé d'études au Musée national du Togo. Avec lui, nous avons parlé de ce Musée national du Togo, son contenu et où peut-on le trouver sur le territoire national. Et il a dit donc qu'il y a des musées régionaux dans les 5 régions et puis le national qui est à Lomé. Les Échos du Palais, 30 ans de prison, c'est la peine requise contre 3 frères accusés d'homicide volontaire. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Le nommé Michel, géomètre, topographe de profession, avait quitté son domicile dans la journée du 26 septembre 2009, mais n'est plus revenu. Le lendemain, très inquiet, les siens se mirent à sa recherche et ont finalement appris que le jour de sa disparition, il avait dit vouloir se rendre à Zanguera Clémé pour un rendez-vous très important. Les membres de la famille de Michel se sont donc rendus dans la localité où ils rencontrèrent le chef qui avait dit ne détenir aucune information au sujet du disparu. À peine l'équipe de recherche amorçait le chemin de retour que certains riverains lui signalèrent avoir vu Michel la veille dans ce village en compagnie de Kofi, un des fils du chef. Mais ce dernier affirma n'avoir pas vu le géomètre. Cependant, des renseignements poussés permirent quelques jours après d'interpeller Kofi. Et à l'issue de plusieurs interrogations, il a fini par reconnaître que ce fut lui qui avait donné la mort au géomètre sur un chantier à Zanguera Clémé, précisant l'avoir fait avec son jeune frère Djiné ainsi que les nommés Kodjo et Komi. Il a précisé qu'il avait commis ce crime dans le but de camoufler une affaire d'accaparement de terre dont la victime était au courant. Ainsi, le 2 octobre 2009, la police judiciaire a effectué une fouille sur les lieux du crime et a effectivement découvert le corps en putréfaction du géomètre, sommairement enterré, pieds et mains liés. Les 3 frères Kofi, Djiné et Sodjiné, qui avaient pris la fuite, furent interpellés et accusés d'assassinat. Devant la cour d'assises, ils ont été condamnés à 30 ans de prison avec une amende de 50 millions de francs CFA à payer à la famille de la victime.
Un mandat d'arrêt a été lancé contre les deux autres accusés, Kodjo et Komi. Maître Yodo Ankou, avocat défenseur, pense que ses clients ne méritaient pas cette peine. Le ministère public qui avait requis 20 ans, on condamne votre client à 30 ans, c'est normal que vous soyez dans tous vos états. Nous n'avons pas dit qu'ils n'ont pas une part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Mais quelle est leur part? Parce qu'aucun élément, aucun certificat médical du médecin qu'on dit avoir assisté à l'exhumation du corps, comment le corps s'est présenté, comment est-ce que la personne est décédée, on ne le sait pas. C'est ces éléments qui doivent permettre à la Cour de décider. Ils n'ont pas ces éléments au dossier. Les sports du football, 9e journée des playoffs du championnat de première division, ASCO peut être sacré ce dimanche en cas de victoire face à l'AS Bina. Pendant ce temps, la lutte se poursuit entre ASCK et Dito FC de Lomé pour une place sur le continent. Le bilan du programme Wezu, près d'un an après son lancement, l'allègement des mesures restrictives de lutte contre la Covid-19 et le phénomène de la vie chère en cours actuellement au Togo sont des sujets à la une des parutions cette semaine. Revue de presse, Léontine Attogima. Vie chère au Togo, quelle panacée pour alléger les peines des populations? C'est la question que se pose le bimensuel Hussein Meterrek Info. Reconnaissant les efforts du gouvernement pour atténuer la crise, le journal se demande s'ils sont suffisants pour permettre aux Togolais de vivre décemment et s'il n'existerait pas d'autres approches de solutions pour alléger les peines des populations. Abondant dans le même sens, Liberté estime que vu la spéculation, l'absence de contrôle des prix sur le marché, le laxisme du gouvernement contribue à accentuer la vie chère. Togo Matin relève de son côté que le gouvernement exonère la TVA de certains produits importés ou vendus au Togo pour lutter contre ce phénomène de vie chère. Un nouveau gros sacrifice du gouvernement selon l'éveil de la nation. Autre décision prise par l'exécutif, la réouverture de toutes les frontières terrestres. L'attente aura été longue, s'exclame Flambeau des démocrates. Cette décision serait motivée par le ralentissement de la propagation de la maladie du Covid-19, relate le Mania Libéré. Le dernier verrou enfin sauté, note le libéral qui poursuit en soulignant que les voyageurs peuvent reprendre la traversée des frontières en se pliant simplement aux formalités administratives. Programme Wezu, qu'en est-il? Près d'un an après son lancement, le sujet a intéressé la Nouvelle Tribune qui a remarqué des grincements de dents dans certains centres de santé et des dysfonctionnements qui ont d'ailleurs amené ces formations sanitaires à arrêter l'enregistrement des bénéficiaires du programme aux grandes dames des femmes enceintes. Le journal va plus loin et relève que ces dysfonctionnements sont dus à l'indélicatesse de certains prestataires. Hussein Meterrek Info, établissant le bilan du programme 9 mois après son lancement, parle de plus de 160 000 femmes enceintes touchées par le programme. Le bimensuel en conclut que pour la première année de mise en œuvre du programme Wezu, conçu pour réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale, beaucoup de bénéficiaires sont touchés avec un impact positif sur la vie des bébés et des femmes enceintes. Madame, Messieurs, retenons que quand on parle du civisme, on fait référence aux devoirs et aux responsabilités du citoyen dans l'espace public. Il s'agit par exemple de prendre soin de l'environnement dans lequel on vit, appliquer les règles de conduite établies dans son milieu, la collaboration en question, demander aux populations togolaises et en ces temps précis de menaces terroristes est donc un bon exemple à suivre. Appliquons-nous. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. C'est la fin du rendez-vous d'aujourd'hui. Retenons pour l'essentiel que le Togo a rendu hommage hier à Dapan aux 8 soldats tués dans l'attaque de Pekmakandi. Ils ont été faits chevaliers de l'ordre du Mono. Un logiciel pour faciliter désormais la gestion administrative au port autonome de Lomé. La plateforme Yaris a été étudiée pendant 10 jours par les acteurs portuaires.
Invités de ce journal, ils étaient deux. D'abord, Monseigneur Nicodème Bariga-Bénissan, archevêque de Lomé. Il a parlé du vivre ensemble en paix. Et puis, Wembo Sama, il est docteur et puis chargé d'études au Musée national. Il nous a dit ce que contient ce Musée national du Togo. Les échos du palais, les sports, la revue de presse et une sensibilisation sur le civisme vous ont été proposés. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg